Allô, allô. Écoutez, merci d'être là. Je suis Julien. Julien Issa, je suis l'un des cofondateurs de muchbetter.ai. On est une plateforme de simulation avec des clients fictifs IA pour entraîner les équipes commerciales. Si vous êtes intéressé, vous pouvez passer nous voir. On est à la partie des startups, au fond, EdTech France. Ce dont je vais vous parler, c'est déjà d'un constat avec quelques chiffres que je trouve assez intéressants sur la perception de la formation de manière générale dans les équipes commerciales. Après, l'idée, c'est de pouvoir partager avec vous des pistes de réflexion sur des bonnes pratiques qui permettent de bien déployer de la formation auprès des équipes terrain. Et puis, je vous parlerai un tout petit peu de ce que nous, on fait chez MuchBetter après. N'hésitez pas à me dire, à poser des questions au milieu, que ce soit un peu interactif. Donc, je vais commencer par quelques constats. Il y a un premier constat, c'est que la montée en compétences des équipes terrain, le niveau de compétences des équipes terrain n'a jamais été aussi important. Bonjour. Il y a 97% des directeurs commerciaux qui considèrent que la montée en compétences de leurs équipes est prioritaire. Le deuxième constat face à ça, c'est qu'il y a un certain nombre de directeurs commerciaux qui considèrent que leurs équipes aujourd'hui n'ont pas les compétences pour réussir. Je ne sais pas si vous avez une notion du chiffre, mais il y a 58% des directeurs de vente qui pensent que leurs équipes n'ont pas les bonnes compétences. Je ne sais pas si vous avez vu la statistique, mais en 2024, il y a 55% des commerciaux B2B qui n'ont pas rempli leurs objectifs. Donc, premier constat, oui, c'est important. Pourtant, les niveaux de compétences n'est pas là. Alors, pourquoi c'est important ? La première chose, c'est qu'il y a un niveau de turnover qui est assez important en Europe. Il y a 30% de turnover des équipes commerciales. Quand on sait qu'en fait, la montée en compétences, elle peut prendre entre 6 et 9 mois, que potentiellement, alors il y a des études qui montrent que quelqu'un qui est en fait en démarrage de poste par rapport à quelqu'un de plus mature est à 60-70% du niveau de performance des gens qui sont plus matures. En fait, quand on calcule les chiffres, donc 30 fois 70% fois, mettons, 6 mois, on se rend compte qu'il y a 10% de la performance commerciale qui se joue sur le fait que, en fait, on a des gens qui sont montés en compétences. L'autre constat, c'est que on est sur la plupart des verticales, on est sur des niveaux de compétition, de concurrence qui sont beaucoup plus forts. Il faut être impactant directement avec les clients. On n'a pas le droit à l'erreur. Sinon, le client passe son tour et il va voir les autres. Et donc, il y a un besoin en fait, de qualité commerciale qui n'était peut-être pas exactement le niveau d'exigence qu'on avait il y a 10, 20, 30 ans, où les relations commerciales se construisaient beaucoup plus dans le temps, dans la durée. Donc, il faut être impactant. Il faut montrer tout de suite qu'on maîtrise sa proposition de valeur, le bon processus de vente, etc. Et donc ça nécessite un niveau de jeu et donc une qualité derrière de la formation beaucoup plus importante. Et puis l'autre point en fait, c'est que encore une fois les choses évoluent vite et donc du coup on se retrouve face à un besoin de maîtriser la concurrence, l'environnement réglementaire, les produits de manière beaucoup plus rapide en fait et qui donc nécessite d'être à jour en permanence. Donc face à ça, il y a la formation qui devrait être normalement la bonne solution pour répondre à tous ces enjeux. Et donc là vient la perception de l'impact de la formation par rapport à ça. Voilà, pareil, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que pensent
460 directeurs commerciaux sur l'efficacité de la formation chez eux. Voilà, 82% des directeurs commerciaux pensent que la formation chez eux ne fonctionne pas, en gros. Donc ça, c'est dommage. Alors après, je vais pas vous abreuver de chiffres parce que c'est pas juste une étude, mais juste pour vous montrer. Des études comme ça, il y en a plein. Où je ne vais pas vous citer les différentes études, mais 90% des dépenses d'information n'entraînent pas d'amélioration de la performance. 38% des managers estiment que les programmes de formation répondent aux besoins de leurs apprenants. Le sujet clé, 70%, et alors si vous connaissez un peu, je pense que vous êtes assez expert, c'est parfois pire, mais 70% des informations que les commerciaux apprennent dans une formation sont oubliées au bout d'une semaine. Ça, c'est un peu le constat qui est un peu triste parce que il y a beaucoup de travail derrière. Et alors, dernier constat, après je vais arrêter avec les chiffres parce que ça va faire beaucoup. C'est que par contre, si on regarde les organisations performantes par rapport aux autres, celles qui sont performantes, en fait, c'est ceux qui ont des programmes de formation digitale efficaces. Ça, c'est aussi les études qui le prouvent. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a certains qui arrivent à trouver les bonnes clés, les bonnes recettes. Et là, vous vous dites, bon, super, il va nous donner les bonnes clés et les bonnes recettes. Je vais rester quand même très modeste. L'idée, c'est plutôt de partager avec vous des bonnes pratiques, des clés que nous, on perçoit quand on accompagne nos clients. Bien sûr, je n'ai pas toutes les réponses, mais l'idée, c'est de pouvoir partager avec vous qu'en fait, il y a un enjeu crucial. La formation n'a jamais été aussi importante pour les équipes commerciales, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est pas simple de réussir à mettre en place des formations qui sont vraiment impactantes. Alors, quelques clés. Je vous les partage là et après, on va rentrer dans le détail. La première chose dont je vais vous parler, c'est qu'il faut partir de l'objectif et des résultats que vous voulez avoir avec la formation. Donc, commencez par les métriques et puis après, on met en place en fait un plan de formation. Je vais vous en parler. Il faut que ça s'inscrive dans quelque chose de plus profond pour que vraiment ça fonctionne. Il faut que ce soit dans un système de change management général et qu'en fait, derrière, il y ait une vraie impulsion du management. Bon, ça, je pense que vous êtes au courant. Et ensuite, pouvoir, du coup, par rapport à ces métriques, mesurer l'impact, pouvoir ajuster, faire du suivi et répéter. Deuxième point, il faut comprendre en fait à qui on s'adresse. Et donc ça, c'est pas les gens, c'est les générations modernes. Et en fait, savoir qui est votre audience, qui va être formé en fait. Est-ce que les gens qui vous allez former, ils ont 60 ans? Est-ce qu'ils ont 40 ans? Est-ce qu'ils ont 20 ans? Et potentiellement, du coup, ils vont avoir des besoins qui sont différents. On va en parler. Troisième chose, c'est ça va être très compliqué de pas avoir des résultats sans l'appui des managers, surtout juste avec des outils digitaux. Donc comment est-ce qu'on les intègre en fait? C'est quoi leur rôle? Alors sur le premier point, ça c'est un exemple de traditionnellement comment est-ce qu'on va mettre en place un programme de formation. Donc on va peut-être avoir un programme un peu sur étagère qu'on va adapter bien sûr au contexte de l'entreprise. Puis on va prévoir un temps de formation qu'on va déployer au fur et à mesure et potentiellement derrière réfléchir à du renforcement. Bon, l'idée générale, c'est de dire que ça va vraiment être dur d'avoir de l'impact s'il n'y a que ça, entre guillemets, même si c'est déjà beaucoup.
En fait, il faut aller plus loin. Faut considérer en fait que la formation que vous mettez en place, elle s'inscrit dans un système profond de changement, dans un système de management. Et donc en fait, la mise en place d'un programme de formation, ça va beaucoup plus loin. C'est en fait un projet de management et derrière donc repartir des métriques, comprendre comment ça va se déployer dans le temps, après la formation, avant la formation, prévoir de travailler avec des managers, avec des gens sur le terrain pour préparer la formation, être dans des formats qui sont adaptés, expérientiels et adaptés aux gens à qui vous adressez. Et surtout savoir comment derrière on va créer l'ancrage. La certification, le renforcement, etc., le coaching. Montrer aux gens que en fait, ça marche aussi et qu'ils progressent. Tout ça, c'est vraiment hyper important parce que sinon, si on n'a pas ça, bien sûr, on est dans cette logique du il y a 80% de ce qu'on a appris qui est oublié au bout d'une semaine, 90% au bout d'un mois, etc. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la question qu'il faut quand même vous poser, c'est en fait, c'est qui les gens que vous avez sur le terrain. Ça, c'est les différentes typologies de génération. Bon, on va dire que les alphas, ils ne sont pas encore arrivés dans l'entreprise. Normalement, ceux qui sont avant les baby boomers, ils sont à la retraite. Peut-être encore quelques-uns qui sont en train de travailler. Donc nous, ça se situe surtout en fait en entreprise entre les baby boomers, la génération X, Y, voire nous chez Much Better, peut-être qu'on a un peu de génération Z. Voilà, donc en fait, culturellement et puis dans la manière, enfin, par rapport à comment est-ce qu'ils ont grandi, ils ont des manières de procéder et de réfléchir et des besoins qui sont différents. Donc très probablement chez vous, c'est un mix. Ça va être un mix de ces différentes typologies de génération. Mais vous avez peut-être des dominantes. Donc il faut quand même réfléchir à ça. Et donc je ne sais pas, la question que je pourrais vous poser, c'est en fait c'est quoi le mode de fonctionnement les baby boomers là, qui sont nés entre 46 et 64? C'est quoi leur mode de fonctionnement? Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Bon, alors là, l'outil digital n'existait pas. Donc c'est des gens qui ont vécu à travers le relationnel, le contact. Avec un vrai respect pour les organisations, les hiérarchies. Et aussi pour l'expertise métier. Alors ensuite, il y a la génération X. Il y en a sûrement un certain nombre par ici. Alors là, déjà, on voit qu'il y a du changement. On n'est plus... en fait, culturellement, on est dans des gens qui ont grandi dans le fait que... on était maître de sa vie, maître de son destin. Et donc, en fait, on peut faire les choses par soi-même. Et donc, on est autonome. On peut être autonome dans son apprentissage. On veut du concret. L'expertise, c'est bien, mais attends, mais comment ça s'applique à mon métier? Et puis, on voit apparaître certaines choses qu'on va voir dans les générations futures de... la flexibilité dans les horaires de travail, dans la manière de travailler. Donc voilà, donc là on voit déjà un peu une transformation qui s'opère progressivement. Et alors là, on arrive à ma génération à moi. C'est la génération Y. Donc là, on grandit, on commence à se questionner par rapport au monde. Enfin, on grandit, on se rend compte qu'il y a des problèmes environnementaux, que c'est enfin, c'est pas évident.
Donc la première chose, c'est qu'en fait, on se questionne pourquoi la vie est comme ça, etc. Et en fait, pourquoi j'apprends ça? C'est quoi le sens en fait de cette formation? Pourquoi est-ce que l'entreprise elle avance comme ça? Donc là, il y a une quête de sens assez importante. Et puis, il y a un besoin aussi de s'amuser. Moi, j'ai grandi avec le Club Dorothée, mais j'ai grandi avec des jeux vidéo. À 15 ans, je jouais avec une console. Donc, il y a vraiment cette aisance avec le jeu, avec la gamification, et on a envie que ce soit interactif. Puis alors donc la génération, là, c'est un peu la nouvelle génération que certains d'entre vous connaissent peut-être en entreprise. C'est la génération qui a, elle, grandi avec Instagram. Et donc de instantané. Et là, il faut que ça aille vite. C'est la génération, vous leur donnez une nouvelle application sur leur téléphone portable, en 2 secondes, ils comprennent comment ça marche. Et ils veulent aller à l'essentiel. Attends, ça me sert à quoi? Ok, tac, tac, tac. Donc c'est la génération où il faut que ce soit instantané et tout de suite qu'on voit les bénéfices et qui s'adaptent hyper vite à des nouveaux formats. Donc eux, vous leur mettez un casque sur la tête de réalité virtuelle, en 2 secondes, ils comprennent comment ça marche, quoi. Bon, tout ça pour dire, parce que c'était un peu long, mais que c'est intéressant de comprendre à qui vous adressez là-dedans. Alors, un modèle peut-être dont vous avez entendu parler, c'est le modèle Hook, qui est un modèle américain qui est pas mal utilisé depuis, je crois que ça date de 2014, qui est pas mal utilisé dans la Silicon Valley pour créer de la stickiness, de l'adhérence sur les applications mobiles. Et notamment, c'est très utilisé par les réseaux sociaux. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut que vous transformiez votre outil digital de learning en un truc où les gens sont tellement addicts qu'ils reviennent tous les matins. Mais en tout cas, il y a des trucs intéressants à tirer. Donc ça, c'est le modèle Hook pour Crochet, avec en fait quelques bonnes pratiques pour en fait créer de l'adhérence aux outils digitaux que vous mettez en place. Alors, premier élément du modèle Hook, c'est de faire que on puisse créer des rappels. Donc il faut trouver des systèmes qui permettent, parce qu'en fait là-dedans, tout l'objectif de ça, c'est de pouvoir créer des habitudes. Et donc de créer cette répétition de ce qui a été appris pendant les formations pour qu'il puisse y avoir vraiment de l'efficacité. Donc là, l'idée, c'est de trouver des systèmes qui correspondent à votre entreprise pour que les gens viennent sur la plateforme et puissent avoir des reminders. Donc, est-ce que dans vos outils, vous avez des choses comme ça en place? C'est une bonne question à se poser. Deuxième chose, alors particulièrement pour les dernières générations, il faut que ce soit fastoche, tac au tac. Ok, faut que j'aille faire tel module. Hop, je clique quelque part, j'arrive sur ce qui m'intéresse, et là j'ai la possibilité de faire un format relativement court. Il ne faut pas que ce soit de notre point de vue, chez MuchBetter, il ne faut pas non plus que ce soit 2 minutes, parce qu'il faut que ça puisse être impactant, mais il faut que ça puisse s'insérer dans la journée de travail. Donc un format de 10-30 minutes, c'est très bien. Troisième élément, est-ce que dans vos outils, il y a des éléments qui permettent de récompenser les utilisateurs quand ils font quelque chose bien? Pas juste à la récompense, tu l'as fait, mais s'ils le font de la bonne manière, est-ce qu'ils ont des récompenses? Donc ce qu'on appelle des récompenses variables. Et la récompense variable, par rapport à la récompense que tu as tout le temps, c'est ce qui crée un peu l'adhésion. Parce que je vais aller sur l'outil et je ne sais pas si en fait je vais avoir cette récompense. Et donc j'ai un peu ce stress et en même temps cette volonté de bien faire.
Donc créer des badges, si vous avez la possibilité dans votre entreprise de faire des classements, des leaderboards, ça fonctionne bien aussi parce que du coup c'est une récompense vis-à-vis des autres, c'est encore plus fort. Et donc ça crée, vous savez, je pense que vous avez entendu parler de cette notion de dopamine. Ça crée en fait la dopamine qui fait qu'on a envie de revenir dans l'outil. La dernière chose en fait, c'est que l'utilisateur, lui, il veut avoir aussi un ROI dans son outil. C'est-à-dire qu'il veut voir qu'en fonction des actions qu'il a faites sur l'outil, il a ses propres résultats. C'est-à-dire que par exemple, il y a le contenu qui évolue sur la plateforme parce qu'il a réussi à faire certaines choses. Ou alors il va débloquer de l'information, ou alors il va pouvoir trier tous les trucs qui l'intéressent sur la plateforme. Donc il va retrouver en fait son environnement personnalisé sur son outil digital. Ça c'est hyper important. Voilà, donc ça c'est un modèle assez intéressant. Je vais finir sur les bonnes pratiques pour vous parler d'un modèle que vous connaissez aussi peut-être pas mal parce que ça s'est beaucoup diffusé dans la formation, c'est les 6D, The Six Disciplines of Breakthrough Learning, et qui en fait donne les bonnes pratiques générales dans un programme de formation. Et là, en fait, qui s'applique beaucoup aussi à comment est-ce qu'on implique les managers. Donc c'est 6D en anglais, hein, donc je ne sais pas si vous allez totalement les avoir en français. Donc 6 bonnes pratiques où en fait il faut impliquer les managers et en fait on se rend compte qu'il faut les impliquer à tous les étages. Les managers ils doivent être là au démarrage pour définir les métriques dont on parlait, les résultats qu'on veut obtenir. Il faut relier la formation à un enjeu d'entreprise. Même si c'est une formation réglementaire, il faut pouvoir la relier à ça, parce que c'est ça qui va en fait créer l'adhérence. En amont, il faut qu'il soit là pour encourager à se préparer, pour mettre en condition les utilisateurs, et puis aussi pouvoir derrière être là pour le débrief. Alors là, hyper important, vraiment pas évident, de pouvoir mettre en place des systèmes où on va pouvoir créer, éviter cet effet d'oublier 90% juste après la formation. Ils sont là pour faire que ça s'applique après la formation. Si vous n'avez pas les managers, quand même bonne chance pour avoir le point de relais, ou alors il faut avoir des bons outils. Je vais essayer de vous en parler rapidement après, mais ils doivent vérifier, ils doivent être là en fait pour coacher, vérifier et donner du feedback après. Donc c'est en fait important d'être sûr qu'ils aient du temps, en fait, les managers, dans ce système de formation. S'assurer que les outils et les ressources sont là. Et pouvoir être là pour mesurer. Donc en fait, ouais, ça marche. Ça termine à quelle heure? C'est fini? Ça marche. Donc voilà, écoutez, c'était des bonnes pratiques. Je préférais plutôt vous parler de ça que de vous parler de Much Better. Mais je vous conseille de venir nous voir parce qu'en fait on travaille sur ces éléments-là et surtout ce qu'on aide là où on accompagne nos clients, c'est les aider à permettre de créer de l'ancrage de ce qui est appris pendant les formations à travers de la répétition active, que ce soit sur les gestes commerciaux, donc la méthodologie de vente, etc. Maîtriser la proposition de valeur, leurs offres, et puis maîtriser la posture relationnelle. C'est ça qui permet derrière de se retrouver hyper naturel face aux clients parce que tout le reste est complètement en fait ancré par les gens qui sont sur le terrain et les commerciaux et donc ils peuvent se concentrer sur l'essentiel qui est la relation humaine avec leurs clients. Voilà, venez nous voir, on est à EdTech France, stand S80. Merci.